C'est parti pour ce Smart Tech avec en démarrage une interview. Mais d'abord, je vous présente mes invités en plateau. Soo Yang, vous êtes directeur du pôle données à la Direction générale des finances publiques. Bonjour. Bonjour. On va débattre ensemble, enfin vous allez débattre surtout avec Jean-Gabriel Ganassia, qui est membre du comité éthique du CNRS, de cette question d'utilisation de l'IA de plus en plus développée dans la société, mais aussi des premières expérimentations qui ont été réalisées par votre direction. Donc la détection des fraudes par l'IA, ça avance. Ça avance comment ? Quelles questions ça pose ? C'est un sujet finalement pas très éloigné de celui qu'on va aborder en première partie ensemble avec Amélie Caudron. Bonjour. Parce qu'ensemble, on va parler des trackers GPS. Là aussi, ça progresse. On en trouve de plus en plus partout collés finalement aux objets du numérique, mais pas seulement, même au monde vivant qui vit avec nous. Je pense aux animaux. Ça permet de géolocaliser de manière très précise. Donc tout ce dont on est attaché, pardon. Mais jusqu'où on peut aller aujourd'hui ? Quelles sont les fonctions les plus intéressantes de ces trackers GPS ? Et puis aussi, quelles sont les limites qu'il faut se fixer pour ne pas tomber dans une filature totale ? Je dirais presque les trackers GPS, est-ce que ce n'est pas nos nouveaux meilleurs ennemis ? Alors, oui. Chez Invoxia, le problème qu'on cherche à résoudre avant tout, c'est le problème du vol, oui. qui nous est tous familier. Donc vol de véhicules principalement, donc voitures, motos, scooters, vélos, VAE. C'est un problème qui est en pleine explosion. On parle d'une voiture volée toutes les 4 minutes en France et de 1000 vélos volés par jour. Ouais. Et sur tous ces véhicules volés, il n'y en a quasiment aucun qui sera retrouvé. Je crois que c'est une voiture sur 2 qu'on retrouve et quasiment aucun vélo. Si je schématise un petit peu, aujourd'hui, l'expérience classique du vol, c'est je me réveille un matin et j'arrive devant la place où j'avais garé ma voiture et elle est vide. Je vais en fait me poser la question, je vais essayer de réfléchir si je ne l'ai pas garée ailleurs, contacter mon conjoint pour voir s'il ne l'a pas prise, essayer de voir si elle n'a pas été mise à la fourrière et je vais contacter la police et pendant ce temps, je vais rester en fait les bras ballants avec une incapacité totale d'avoir de la visibilité ou d'agir. Ce qui est un problème du coup qui est très frustrant. Donc chez Invoxia, on a développé effectivement des trackers GPS dont le but principal est d'aller intercepter le vol si on est averti à temps. Et si on n'est pas averti à temps, en fait, en cas de vol, aller alors intercepter, c'est-à-dire donc on place un petit appareil assez discret. Là, vous en avez apporté un en plateau. Donc on a essayé de développer une solution qui est très fiable et simple d'utilisation. Donc c'est une petite balise GPS qui est autonome et légère qu'on va placer dans la boîte à gants ou dans le coffre du scooter, par exemple. Et donc, il y a plusieurs capteurs électroniques dedans. Il y a un capteur de mouvement. Donc, en cas de mouvement suspect, on va alerter l'utilisateur. Et ça, c'est très important parce que... Donc, suspect, c'est typiquement, nous, on est à la maison ou au bureau. Voilà. Le véhicule n'est pas censé bouger. Là, il se passe un mouvement, donc on est alerté. Typiquement, dans le cadre d'un vélo, c'est quelqu'un qui est en train de commencer à scier l'antivol. En fait, ça va créer des vibrations. Et je vais être alerté qu'il y a un mouvement sur mon vélo. Donc là, on a beaucoup de témoignages d'utilisateurs qui sortent en pleine nuit ou qui se ruent hors du bureau et qui tombent nez à nez avec soit quelqu'un qui est en train de scier l'antivol, soit une fourgonnette en train de partir avec les scooters à l'intérieur. Et donc ça leur permet, on permet vraiment parfois d'empêcher un vol ou en tout cas d'avoir tout ce qu'il faut en fait en cas de vol. Ou d'appeler en tout cas la police le plus vite possible. Ouais. Et dans tous les cas, on encourage nos utilisateurs à contacter la police et pas aller faire jouer les gros bras. Pas prendre de risques. Mais est-ce que les services de police, justement, peuvent s'en servir de ce tracker ? Alors, pour identifier où va se rendre la camionnette avec tous les scooters à l'intérieur, par exemple. Exactement, c'est le but du tracker justement, c'est qu'ensuite quand le véhicule va se mettre en mouvement, il va envoyer sa position régulièrement. Oui. Cette position, je vais pouvoir visualiser l'historique des trajets sur une carte dans l'application. Je vais pouvoir connaître sa dernière position, la partager à la police qui va intervenir. Donc nous, on a un très très bon retour terrain du fait que la police est très motivée pour intervenir quand il y a des vols. Ça leur permet parfois de démanteler des filières. Et ça augmente très très fortement les chances de retrouver les véhicules avant qu'ils soient en pièces détachées. Puisque faut savoir par exemple... Mais alors là, ça veut dire que c'est la victime finalement qui confie son téléphone à un agent de police ? C'est arrivé. Donc on a développé une fonctionnalité qui permet de partager la position. Donc il y a une petite interface sur Internet qui permet de suivre la position. Et donc c'est ça qu'on encourage à utiliser pour que la police puisse accompagner l'utilisateur. Mais on a eu une anecdote d'un utilisateur qui se retrouve à 2h du matin en pyjama à sortir en pleine rue puisqu'il a eu une alerte et qui appelle la police, qui leur jette le téléphone et qui leur dit débrouillez-vous, allez retrouver mon scooter. Et c'est ce qui s'est passé dans les faits.
les services de police sont contents de cette situation? C'est un peu particulier. Alors, je pense que les intérêts sont assez alignés. La police a tout intérêt à retrouver les véhicules. On sait que ça aide. Enfin, il y a quand même de fortes chances qu'ils aident à retrouver le véhicule si le véhicule est équipé d'un tracker. Donc, en fait, la police intervient très rapidement et souvent très motivée pour intervenir. Avoir déployé des moyens policiers sur les voitures volées et les vélos et les scooters. Enfin, je veux dire, c'est... Mais en fait, typiquement, si je me fais voler mon vélo et qu'il n'y a pas de tracker dedans, la police va recueillir la plainte et va me poser des questions. Mais les chances que je retrouve le vélo sont très faibles parce qu'ils ne savent pas par quel bout commencer. Alors que là, en fait, ils vont avoir vraiment des informations. Ils vont pouvoir coupler, par exemple, les informations de position avec le temps, enfin l'heure à laquelle le véhicule est passé, avec des informations de caméra, etc. Et on atteint quel niveau de précision aujourd'hui sur un tracker GPS? Jusqu'où on peut le traquer, cet objet égaré ou volé? Alors, dans le cadre de notre solution, très précisément, on a vraiment fait un travail pour être très efficace. Donc, en termes de technologie, on utilise du Bluetooth, du Wi-Fi et du GPS, donc une combinaison de technologies pour se géolocaliser qui est très économe en batterie. Ouais. Et du coup, on atteint des autonomies de batterie de plusieurs mois. Et ça, c'est à comparer aux trackers GPS classiques qui existaient sur le marché avant, qui tiennent quelques jours. En fait, la probabilité d'avoir suffisamment de batterie pour retrouver le véhicule en cas de vol est très élevée chez nous. Et ensuite, ça fonctionne sans limite de distance. Donc, en fait, même si c'est très éloigné de mon smartphone, même si le tracker part en rase campagne, on va être capable d'obtenir des positions qui vont avoir une précision qui dépend un petit peu du mode de géolocalisation, mais qui vont aller de 20 mètres à 100 mètres. Et ensuite, on a développé une petite fonctionnalité. Quand vous dites ça dépend du mode de géolocalisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est plus ou moins précis? Donc, ce qu'on utilise, c'est donc du Bluetooth. Ça, c'est quand je sais que je suis près du smartphone de mon propriétaire. Du coup, je sais que je suis avec le propriétaire. Donc, si je connais la position du propriétaire du tracker, je sais où je suis. Ouais. Ensuite, le Wi-Fi sniffing, ça, c'est je vais regarder en fait les bornes Wi-Fi qui sont autour de moi et on passe par un service qui va trianguler, en déduire la position du tracker. Et donc ça, la position, typiquement, la précision, typiquement, ça va être de 25-50 mètres si on est en milieu urbain avec beaucoup de bornes Wi-Fi. Et la dernière position, c'est le GPS. Même ce sont, pardon, juste pour être précis, mais ce sont des bornes Wi-Fi qui sont sécurisées. On peut quand même les identifier, les localiser? Alors en fait, c'est des bornes, c'est n'importe qui a des bornes Wi-Fi et Ouais. il y a plusieurs services qui permettent de dire, je sais que si je suis près de ces bornes Wi-Fi là, sans connaître le nom du propriétaire de la borne Wi-Fi, c'est vraiment je passe en pleine ville et je capte des Wi-Fi. Et il y a des services qui savent dire, du coup, je sais que je suis à cet endroit précis. D'accord. Et donc la dernière méthode, c'est le GPS. Donc le GPS, on a l'impression que c'est un petit peu magique parce que ça marche très bien sur le smartphone, mais il faut savoir que c'est quand même assez limité. Ça marche mal en intérieur, ça marche pas très bien quand on est en forêt, quand le ciel est couvert, etc. C'est pour ça que nous, en combinant ces technologies, on maximise les chances d'avoir une position la plus précise possible. Mais avec le GPS, ça peut aller de 20 mètres quand on est dans des très bonnes conditions à 100-150 mètres. Ah oui, donc là, c'est nécessaire d'agir très vite, parce que si la camionnette s'en va, ne serait-ce qu'à 3 km, c'est fini. On ne peut plus le suivre. Ah non, ce que je veux dire, c'est que le GPS dit le tracker le niveau est à de précision. endroit, alors moi, ma question, c'était jusqu'à quelle distance on peut aller traquer nos objets? Nous, du coup, il n'y a pas de limite de distance. D'accord. Puisqu'on utilise. Vous pouvez accrocher tous les signaux satellites. Et il fonctionne via un réseau qu'on appelle le réseau LoRa en France, qui est un réseau qui est dédié aux objets connectés. Et c'est un réseau qui est différent du réseau cellulaire. C'est des antennes qui ont été déployées pour les objets connectés. Du bas débit, en fait. Voilà, exactement. Ouais. Et donc ça fonctionne. Ça va fonctionner partout en France, sauf vraiment en haute montagne. Mais la probabilité qu'un vélo parte en très haute montagne est relativement faible, heureusement aujourd'hui. Et alors on parle d'objets. Je disais, il y a aussi les animaux qui sont intéressés. Oui. Enfin, qui sont intéressés, c'est plutôt leurs maîtres qui sont intéressés par les géotrackers. Et il y a aussi un cas, je crois, d'une personne atteinte d'Alzheimer qui a pu être retrouvée. Oui, en Espagne. Ouais. Une personne âgée qui était partie en haute montagne, typiquement un cas qu'on n'aime pas beaucoup puisque c'est assez compliqué en termes de réseau. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que sa famille a été alertée parce qu'elle l'avait équipé d'un tracker puisqu'il commençait à avoir un peu de démence sénile et a pu voir le trajet jusqu'à ce qu'on perde sa trace dans une forêt. Et ensuite, on n'arrivait pas à faire de GPS, mais on arrivait à recevoir quand même des messages du tracker. Et donc là, on s'est allié avec Sigfox, qui est l'opérateur qu'on utilise en Espagne, pour trianguler et avoir un carré de quelques kilomètres dans lequel les sauveteurs ont concentré leurs efforts, sachant que c'était en pleine nuit, il pleuvait, il faisait extrêmement froid.
Et donc cette personne âgée a été retrouvée en hypothermie, mais bien vivante, grâce au tracker qu'elle avait dans sa poche. Bon, des histoires comme ça, vous en avez plusieurs, et je pense que ça va se multiplier à mesure que ces trackers GPS vont arriver sur le marché entre les mains des utilisateurs. C'est vrai que quand on met ces outils aux mains du grand public, ça a quand même des conséquences pour les services publics, parce que derrière, il faut pouvoir suivre les demandes des victimes, les demandes à retrouver des personnes, retrouver des objets, tout ça, toutes ces nouvelles données qui arrivent, ça modifie énormément les administrations, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, je dirais pas vraiment que les données sont nouvelles. On a déjà à notre actif une grande volumétrie de données. Donc, pour rappel, la Direction générale des finances publiques, on travaille non seulement sur des missions liées à la fiscalité, mais également au foncier et aux finances publiques locales. On a en notre gestion plus de 700 applications. Il faut dire que la partie informatique seule représente environ 5000 agents au sein d'une structure de 100 000 agents. Donc c'est une très très grande administration. Et donc savoir et pouvoir valoriser nos données est un enjeu extrêmement fort pour nous. Eh bien, on va en parler justement juste après dans le Tech Talk.